Bonjour à tous, notre invité dans le grand entretien sur RCF en interview croisée radio-vidéo est Jean-Yves Goudbel, le président de l'Assemblée départementale du Puy-de-Dôme. Bienvenue à vous Jean-Yves Goudbel. Bonjour. Vous avez été reconduit pour un nouveau mandat. Alors première question, elle est très simple. Pourquoi avoir été candidat à votre propre succession et donc avoir voulu briguer une nouvelle candidature ? Tout simplement parce que je l'avais déjà annoncé. Ensuite, parce qu'en politique, il faut du temps pour faire avancer les choses, pour faire avancer les dossiers. Et il y a un certain nombre de dossiers concernant le département qui ne sont pas aujourd'hui aboutis, achevés, et je souhaitais pouvoir les poursuivre. Et pourquoi n'ont-ils pas été achevés au terme de votre précédente mandature? Parce que vous n'aviez pas eu l'énergie, vous, vos équipes, pour les mener à terme? Non, parce qu'il faut du temps. Si je prends l'exemple de l'inscription de la chaîne des Puys, c'est un calendrier qui nous échappe complètement, puisque c'est 2016. D'autres dossiers auraient pu avancer plus vite sans doute, mais vous savez, dans une assemblée, il y a toujours des pesanteurs, des habitudes, du conservatisme qui n'est pas toujours là où on le pense, mais qui est largement bien réparti, et tout ce qui est nouveau nécessite du temps. Et vous, personnellement, il n'y a pas quelque part un peu d'usure du pouvoir ? Écoutez, non, parce que j'ai eu, c'est vrai, des responsabilités locales depuis longtemps, mais j'ai été amené à changer de collectivité locale, à passer de la ville de Clermont au Conseil général. Et au Conseil général, j'ai d'abord été conseiller général, vice-président. Je suis devenu président. Ça fait combien d'années que vous êtes président? Alors, 11 ans, à quelques jours près. Mais il faut encore une fois du temps pour pouvoir agir et de la continuité. Votre élection à la tête de l'Assemblée départementale, puisque vous êtes le tout nouveau président de l'Assemblée départementale. Du Conseil départemental. Et donc du Conseil départemental, ex-Conseil général. Votre élection à la tête de ce Conseil départemental a semblé un petit peu contrariée à un moment donné. Est-ce que vous avez dû composer, comme l'on dit, pour conserver votre siège ? Vous savez, il y a toujours un rapport de force qui existe au sein d'une Assemblée et au sein d'une majorité. Il faut donc essayer de dialoguer, de voir quel est le positionnement des uns et des autres. Je crois qu'il n'y a pas eu de problème majeur de la part de mes partenaires, en tout cas du Parti socialiste, pour que je sois reconduit comme président. Après, c'est une question à la fois d'orientation, mais aussi de partage des responsabilités. Alors vous parlez du partage des responsabilités du Parti socialiste. Alexandre Pourchon, qui est socialiste, nous l'avons reçu sur ce plateau, sur cette antenne de RCF, a le poste aujourd'hui de premier vice-président, alors qu'il était un des frondeurs, pour reprendre un terme à la mode au Parti socialiste, il était un des frondeurs socialistes vis-à-vis de vous, lors de la précédente mandature. Est-ce que là, c'est pas une forme de composition, histoire de dire, on vous nomme premier vice-président, puis vous nous fichez la paix ? Non, puisque ce sont ses propres camarades, si j'ose dire, qui l'ont proposé. C'est vrai qu'il a été candidat contre moi à une époque, mais le fait qu'il soit vice-président, c'est aussi l'aboutissement d'un dialogue qui a pu y avoir entre les deux composantes de la majorité. On vous sait, Jean-Yves Goudbel, les observateurs le disent souvent, on vous sait un homme modéré, un homme de consensus. Comment allez-vous gérer le grand écart, si tant est que pour vous, vous y voyez un grand écart, entre des vice-présidents de gauche, mais socialistes, et puis des vice-présidents dits de front de gauche, vous qui êtes radical, donc modéré entre les deux? Il y a grand écart, là. Oui, alors il n'y a pas de vice-président de front de gauche. Et Mme Dallet? Elle n'est pas vice-présidente. Il n'y a que des vice-présidents socialistes, radicaux de gauche ou divers gauche. Donc, au fond, dans une coalition qui paraît assez naturelle historiquement, qui a été souvent celle d'ailleurs qu'on retrouve au niveau national, donc je ne pense pas rencontrer de difficultés à ce niveau-là. Alors évidemment, il faudra composer avec la personnalité de chacun. Les délégations dépendent du président. Il doit veiller à ce qu'elles soient mise en œuvre dans le consensus le plus large. Je suis par nature optimiste. Mais vous avez le sourire, là.
Oui, parce que je dis que je suis par nature optimiste. Vous dites que vous êtes optimiste, Jean-Yves Goudbel, vous êtes un homme modéré, je le répète, au sens où j'ai souvenir de vous avoir interviewé sur une autre antenne et concernant l'évolution un petit peu des mœurs et des mentalités à Clermont Communauté, avec ce que Olivier Bianchi, président de Clermont Communauté, a accepté, c'est-à-dire de donner des vice-présidences à la droite. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait, vous ? Parce que la situation est plus simple au sein du Conseil général. Il y a une majorité, il y a une opposition. C'est plus complexe au niveau de Clermont Communauté, qui est plus une addition de collectivités locales, alors que le Conseil départemental, c'est une collectivité locale. Mais vous n'en avez jamais eu l'envie de cette ouverture ? Vous savez, moi, j'ai toujours été prêt à collaborer avec tous celles et tous ceux qui se reconnaissaient dans un certain nombre de dossiers départementaux. Et c'est vrai que dans les mandats qui ont précédé, où j'étais le président, 90% des dossiers ont été votés à l'unanimité, sauf le budget, parce que c'est l'acte principal, ou l'acte politique. Mais au fond, ce consensus assez large me semble suffire à ce que le département fonctionne bien. Alors vous parlez de consensus, il y a quelque chose qui va s'imposer de fait pour la première fois à toutes les assemblées départementales ici désormais en France, et la vôtre en particulier. Et cette chose est liée au binôme. On a élu des hommes et des femmes, donc 62 élus au total, tous qui ne vont pas forcément voter de la même manière, même s'ils sont élus en binôme. C'est-à-dire qu'un homme et une femme, élus sur le même canton, et qui a priori peuvent partager les mêmes idéaux politiques, peuvent à un moment donné ne pas voter de la même manière. Comment allez-vous travailler à trouver quelque part un consensus avec cette nouvelle forme de démocratie ? Vous savez, dans les mandats précédents, il y avait 61 conseils généraux qui peuvent voter différemment les uns des autres. Là, on se retrouve avec des binômes. Le binôme n'est pas un système bloquant pour le vote. Chacun peut prendre ses responsabilités en fonction de ses affinités. Mais il peut déstabiliser la donne politique. Non, parce que lorsque nous faisons le calcul des groupes politiques au sein du Conseil général, la majorité est suffisamment confortable, si j'ose dire, pour qu'il n'y ait pas de chaos ou de problème à ce niveau-là. Donc pour vous, ce n'est pas une dimension politique à intégrer ? Non, je crois qu'il faut que chacun vote selon ses convictions, sa conscience. Et il faut rappeler aussi que les conseillers départementaux ne sont pas conseillers d'un territoire. Le canton n'est que, en réalité, une circonscription électorale. Ils sont conseillers de tout le département. Mais je vais vous poser la question différemment, Jean-Yves Goudbel. Si il se passait dans cette mandature la même chose que lors de la précédente pour vous, que les socialistes se fâchent avec vous, ou vous avec eux quelque part, le fait que chaque élu soit libre de son vote, ça peut peut-être vous arranger, parce que si vous ne faites pas la majorité avec la majorité en place, vous pourriez toujours aller voir du côté de la droite. Je vous ai dit tout à l'heure que j'étais par nature optimiste. Il y a un groupe unique de la majorité qui s'est constitué, c'est aussi une nouveauté. Aujourd'hui, ce groupe unique, j'en ai la confiance et j'espère continuer à en avoir la confiance. En tout cas, c'est la manière dont nous démarrons, avec évidemment le souhait que tout cela puisse se prolonger, mais ce qui me paraît assez normal. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué lorsque vous êtes remonté, entre guillemets, la métaphore est là, dans votre fauteuil le 2 avril dernier, fauteuil de président, il y avait autant d'hommes que de femmes. Est-ce que ça vous a marqué, ça ? Oui, mais ça, mon esprit était déjà habitué. Ce qui m'a surtout marqué, c'est le renouvellement très important, puisque nous avons plus de la moitié des conseillers départementaux qui sont des nouveaux. C'est-à-dire des hommes et des femmes qui n'ont jamais siégé au conseil départemental. Qui sont des nouveaux, dont certains ont des responsabilités locales, d'autres pour lesquels ce sont des responsabilités complètement nouvelles. Et je pense que ce renouvellement a un côté très positif, parce que c'est aussi une manière de faire évoluer cette vieille institution qui date de la Révolution, qui est un des piliers de la République, mais qui en même temps doit être un lieu d'innovation. Il y a renouvellement, mais de quelle manière ? Alors vous dites ce sont des gens neufs, ce sont des gens plus jeunes, ce sont des gens qui travaillent, qui n'attendent pas de la politique pour vivre ? Oui, absolument, ce sont des gens... D'abord, un échantillon beaucoup plus diversifié, sociologiquement, professionnellement, en termes d'âge, et évidemment
faut surtout pas qu'ils attendent de la politique le moyen de vivre. Ou alors il faut changer de braquet et viser le Sénat ou l'Assemblée nationale. Parce qu'au fond, la rémunération, l'indemnité d'un conseiller général ou d'un vice-président, c'est pas ce qui peut... C'est combien, 2500 € net? C'est un peu plus de 2500 € brut. Pour un vice-président, c'est un petit peu plus que pour un conseiller. Et mais vous, pas pour tellement. le président? Alors, brut, moi j'ai un peu plus de 5000 €. En brut. Oui, oui. Je voudrais qu'on parle du renouvellement des acteurs de la vie politique à travers aussi la triste actualité du suicide tout récent de Jean Germain, élu socialiste, maire de Tours, qui ramène aussi à la question du discrédit des hommes et des femmes politiques. La classe politique est unanime aujourd'hui en France. Quelque part, on vous sent, je présume que vous partagez aussi cette position, en tout cas on sent beaucoup d'acteurs de la vie politique complètement agacés par le discrédit qu'il y aurait sur vous, les hommes et les femmes politiques. Comment expliquez-vous qu'on en soit arrivé à cette situation ? Vous savez, toutes les périodes de crise, quand on regarde l'histoire de notre pays, ou l'histoire de manière générale, ont tendance à conduire les uns ou les autres à rechercher des boucs émissaires. On les a trouvés dans certaines catégories de la population, dans les hommes politiques qui soient de droite ou de gauche, qui représentent la démocratie. Et au fond, ce discrédit qui est un peu semé sur la classe politique, je crois, est profondément injuste, parce qu'au fond, la classe politique, elle est représentative. On a les élus que l'on mérite ? On a les élus que l'on mérite, absolument. Enfin, attendez, de ma part, c'est une question. Oui, mais pour moi, c'est ça. On désigne... Donc ça veut dire que les Français ne sont pas à la hauteur ? Les Français sont sûrement à la hauteur. Est-ce qu'ils mesurent toujours l'implication du choix qu'ils font ? Je n'en suis pas sûr. Mais vous savez, le débat politique est compliqué aujourd'hui, parce que on vit beaucoup d'informations, toutes ces chaînes d'informations en continu, c'est de l'information non commentée, non vérifiée parfois. Ça fait du mal, ça, à la vie politique ? Et ça, je crois que c'est un peu un élément qui complique la vie démocratique et le fonctionnement de notre modèle. Vous voulez dire qu'il y a pas ou moins de prise de recul de la part de bon nombre de journalistes ? Moi, je crois qu'on reçoit de l'information brute, qui n'est pas analysée, moins suffisamment en tout cas, qui n'est pas toujours vérifiée. Regardez l'annonce du décès de Martin Bouygues, c'est quand même curieux de la part d'une grande agence de presse. Oui, mais corroboré par sa propre chaîne ensuite. Oui, corroboré par sa propre chaîne, c'est inquiétant. Donc, moi, je pense que l'information, et là, les journalistes ont un métier à faire, et beaucoup le font bien d'ailleurs, ça mérite d'être analysé, d'être décortiqué, mais on ne peut pas livrer un produit brut comme cela qui n'a pas de sens. Vous dites qu'il y a renouvellement de la classe politique locale ici dans le département du Puy-de-Dôme. Je vous faisais vous exprimer sur le discrédit de cette classe politique. Comment faut-il faire pour inverser la tendance, justement en prenant dans l'équation le fait qu'il y ait un renouvellement des hommes et des femmes qui font de la politique ? Moi, je crois que tout commence par l'éducation. À partir du moment où on a négligé complètement l'instruction civique, l'enseignement de l'histoire, dans l'enseignement secondaire en particulier, même primaire, eh bien, on a tendance à marginaliser un certain nombre de choses. Donc, ça commence par l'éducation, ça continue par l'information, je l'évoquais tout à l'heure. Je crois qu'il faut cesser d'avoir des réactions à chaud sur des événements. Il faut prendre le temps de la réflexion. Et puis, il faut peut-être aussi que la classe politique elle-même prenne conscience que le monde change, que les citoyens attendent aussi autre chose. Vous savez, dans notre démocratie, dans toutes les démocraties, il y a quelque chose qui fait beaucoup de mal, c'est la démagogie. C'est-à-dire toutes ces promesses en disant « vous inquiétez pas, le problème sera réglé, je m'en occupe, etc. etc. » Et puis la réalité est beaucoup plus différente. Et ça se dit souvent en temps de campagne, ça. Oui, mais justement, moi j'ai essayé de mon côté de faire une campagne en disant la démagogie, c'est le cancer de la démocratie. Oui, mais vous l'avez jamais dit, ça. Allez, écrivez-moi, je réglerai un problème. Non, j'ai toujours dit écrivez-moi, je regarderai ce que je peux faire. Je voudrais qu'on parle toujours au chapitre du renouvellement de ces hommes et femmes politiques qui sont aujourd'hui autour de vous.
puisque vous n'incarnez pas le renouvellement de la vie politique, est-ce que vous pensez que les nouveaux élus sont suffisamment préparés à la technicité de leur mandat? Parce qu'aujourd'hui, on sait pertinemment, et devant ce micro, devant ces caméras, de droite comme de gauche, vous me l'avez tous dit, sur le personnel politique local, en fait, il y a énormément d'agents qui travaillent autour de vous parce que c'est très compliqué aujourd'hui de prendre à bras-le-corps les dossiers. Est-ce que les nouveaux élus sont suffisamment formés? Alors, il y a deux choses. Il faut savoir que les élus sont là pour donner les grandes orientations politiques. Après, il y a les services dans toutes les collectivités locales qui doivent mettre en œuvre les orientations qui ont été décidées par les élus. Mais les élus doivent aussi se former. Et il y a un droit à la formation des élus qui existe. Je suis moi-même, jusqu'à présent, depuis quelques années, président d'un centre de formation des élus au niveau des départements de France. Et nous formons chaque année beaucoup d'élus, qui soient nouveaux, qui soient anciens, parce qu'ils ont besoin d'actualiser leurs connaissances. Mais c'est vrai qu'il y a ce besoin de formation des élus. Et en même temps, il ne faut pas que l'élu devienne le chef de service. Oui, mais est-ce qu'il ne faudrait pas que la formation arrive en amont de l'élection? C'est possible, ça se fait. Dans l'Institut dont j'ai la présidence, nous formons aussi beaucoup de candidats, notamment pour les conseils départementaux. Je voudrais qu'on parle des enjeux de votre mandat. Il nous reste à peu près 4 minutes. Des enjeux qui vont d'abord être liés à la baisse des subventions de l'État. Pour faire simple, la DGF, ce que l'on appelle la dotation générale de finances, en 2014 était en baisse de 1,5 milliard d'euros au niveau national et de moins 4,2 millions d'euros au niveau du département du Puy-de-Dôme. Je mets mes lunettes pour la suite. Sur la fin de l'année 2017, ce seront moins 30 millions dans le Puy-de-Dôme, moins 30 millions d'euros. Vous allez faire comment? Vous allez me dire que vous allez faire mieux avec moins. Mais vous allez faire comment? Ce sera moins 34 millions. Moins 34 millions. Moins 34 millions. Ça veut dire que déjà, cette année, pour le budget que nous allons voter prochainement, il a fallu faire des choix difficiles qui ont consisté à diminuer des crédits dans un certain nombre de secteurs. Nous ne l'avons pas fait. Lesquels sont affectés? Dans le domaine social. Ce sont des crédits sur des... essentiellement sur des aspects de gestion générale, de moyens généraux, parce que nous l'avons fait... Non-renouvellement de postes et d'agents territoriaux? Alors, non-renouvellement de postes, il y a des départs en retraite qui ne sont pas tous remplacés, première chose. Deuxièmement, une des actions fortes, c'est la mutualisation des services. Ça veut dire qu'il faut qu'entre, par exemple, le service départemental d'incendie et de secours, qui dépend du Conseil général, et le Conseil général, nous trouvions des moyens de travailler ensemble, de faire des commandes groupées, c'est déjà le cas. Qu'entre les services du Conseil général et toujours le SDIS... Mais ça, c'est du bon sens, monsieur le C'est Président. du bon sens. Et c'est d'ailleurs, au fond, une démarche qui avait été initiée dès 1999 avec la loi Chevènement. Oui, l'intercommunalité, ce n'était pas autre chose que la mutualisation. Mais la loi mutualisation. Chevènement, en 1996, elle a aussi permis aux collectivités de gagner de l'argent. Elle a permis de gagner de l'argent parce qu'il y a eu la carotte pour inciter les collectivités à se regrouper. Mais la question de fond de la loi Chevènement, c'était de dire mutualisons des services. Mais avec une mutualisation au sein de l'Assemblée départementale, vous allez gagner 30 millions? On va pas gagner 30 millions. Et il y aura sûrement d'autres volets politiques, que nous serons amenés à réduire. Mais ce qui va nous aider, c'est la répartition des compétences entre le département et les régions. Puisqu'il y a un certain nombre de domaines dans lesquels nous n'aurons plus de compétences. Je pense au transport, par exemple, qui vont être complètement gérés par la région. Ça veut dire que ce seront aussi des dépenses. Vous trouvez ça logique? Sur les transports, je suis pas contre ce transfert, excepté peut-être pour les transports scolaires qui nécessitent beaucoup de proximité. Voilà, c'est la question que j'allais vous poser. Comment allez-vous gérer l'entreprise Transdôme ou d'autres qui permettent justement aux enfants, aux collégiens, sur tout l'ensemble du territoire du Puy-de-Dôme, de rejoindre les collèges? Dans l'état actuel de la discussion de la loi NOTRe, les transports, y compris les transports scolaires, reviennent à la région. Alors les régions maintenant se posent des questions en disant mais notre échelle est beaucoup trop vaste, il faudrait redéléguer ça aux conseils départementaux. Donc on revient à la case départ. C'est assez compliqué. Deux questions très simples. Est-ce que les impôts départementaux vont augmenter? Non, il n'y a pas d'augmentation de la fiscalité pour l'année 2015? Pour l'année 2015. Et je souhaite que nous ayons une stabilité de la fiscalité.
Vous dire qu'elle sera sur 6 ans, je n'en suis pas sûr aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est un objectif que je me suis fixé. On sait que vous avez, ce sera ma dernière question, Jean-Yves Goudbel, on sait que vous avez été l'un des derniers présidents des conseils généraux d'avant, c'est-à-dire d'il y a 1 mois et demi maintenant, à vous battre jusqu'à l'Assemblée nationale pour le maintien du Conseil général. À un moment donné, le Conseil général était perdu. On ne savait même pas à comment poser la question du côté de l'hôtel Matignon. Vous êtes satisfait aujourd'hui ? Oui, je crois que nous avons gagné une bataille. Nous avons réussi à convaincre le Premier ministre qui, nous l'avoue lui-même, n'avait pas pris conscience de ce que représentaient les départements pour le pays en termes de proximité et de solidarité, parce qu'il est ce flou, n'est-ce pas aussi le signe d'une forme d'amateurisme ? Moi, je pense que la réforme territoriale, je l'ai dit et je le redis, a été très mal engagée. Elle a mis d'ailleurs beaucoup de temps. C'est une réforme qui nécessitait beaucoup plus de concertation avec les associations d'élus, les maires, les présidents de région, les présidents de département. Aujourd'hui, le mal est réparé, si vous voulez. Mais je crois que ça a introduit beaucoup de confusion et on l'a ressenti d'ailleurs dans la campagne électorale. Jean-Yves Goudbel, merci d'avoir été notre invité dans le grand entretien sur RCF. Prochain invité à votre place, Hervé Prononce, président de l'UDI du département Puy-de-Dôme. Merci. Merci.